Après la séance d'épouillage, il passe discrètement auprès du chef occupé à toute autre chose. Même si devenir indépendant fait partie de son apprentissage, il est bien trop jeune pour s'aventurer trop loin tout seul. À l'âge de 3 ans environ, une fois mûrs, les mâles ont l'habitude de quitter la troupe pour rejoindre un groupe de célibataires. Mais ce petit, âgé d'1 an à peine, ne cherche qu'à s'amuser. Il s'essaie à se balancer, sous l'œil attentif de sa maman. Mais il semble que ce petit souhaite s'aventurer plus loin. Il commence à s'éloigner du territoire familial. Sans la présence des aînés, il est en danger. Les célibataires peuvent tuer les petits de leurs rivaux. Inconscient du risque, il a pénétré sur le territoire d'un groupe de célibataires. Un groupe de mâles isolés, régi par un mâle dominant. Sans y être invité, il rejoint un mâle sur une branche. Un acte risqué. Cela pourrait lui causer des ennuis. Mais au lieu de s'enfuir, le petit singe essaie d'initier un jeu. Il est vite remis à sa place. Le singe le mord à la tête et le place dans une position de soumission. Il a montré au petit qui dominait. Le singe célibataire s'est suffisamment prêté au jeu, la leçon est désormais terminée. Le jeu est un moyen de faire respecter la hiérarchie. Il aura peut-être plus de chance avec un singe de son âge. Un petit de taille comparable, venu d'une autre famille, le rejoint. Ensemble, ils testent leurs aptitudes physiques en jouant aux acrobates parmi les branches. Les deux nouveaux amis se balancent dangereusement. S'ils devaient lâcher prise, ils tomberaient lourdement sur le sol. Mais la rapidité de leurs réflexes leur permet de jouer sereinement. Nos deux joueurs sont observés par le chef des célibataires. Il pourrait les tuer en quelques instants. Mais ces petits ne semblent pas conscients de la menace. Ils tentent même de jouer. Malgré l'insistance des jeunes, ces célibataires ne souhaitent pas se battre. Ce n'est pas la saison de reproduction, ils sont moins agressifs. Mais ils ne veulent pas non plus jouer. Les petits ne renoncent pas facilement. Finalement, le leader conduit le groupe de célibataires plus loin. Chose étonnante, les jeunes tentent de suivre.
Ils veulent à tout prix les accompagner. Mais leur présence n'est pas souhaitée. Ces petits sont à l'évidence trop jeunes pour être séparés de leur famille. Ils ne feraient que les ralentir. Ces singes plus vieux, plus grands, se déplacent rapidement et sur de longues distances. Les deux petits, pleins d'envie, ne peuvent pas suivre. Le bébé intrépide décide qu'il est temps d'aller retrouver sa maman. Un jour viendra où il partira pour ne plus revenir. Des ruisseaux descendent à travers la forêt pour rejoindre le fleuve Mékong alors qu'il traverse et nourrit d'immenses terres agricoles. L'oie à tête barrée survole tout ce réseau de cours d'eau. Cela fait des décennies que les scientifiques s'interrogent devant ces oiseaux migrateurs. Cette espèce vole à très haute altitude dans des conditions extrêmes. On la retrouve à plus de 7000 mètres d'altitude. Ce groupe d'oies à tête barrée a traversé le plateau tibétain et restera dans la région jusqu'en avril. Leur nom leur vient des deux bandes de plumes noires qu'elles ont sur la tête. À les voir se nourrir paisiblement, on a peine à deviner de quels exploits physiques extraordinaires elles sont capables. Voici l'oie dominante du groupe. Ce mâle décide. Là où il se rend, les autres suivent. Les oies ont beaucoup à faire. Chacune d'elles doit gagner 1 kilo, presque la moitié de leur poids actuel, avant de se rendre pour l'été en Asie centrale. Une migration peu ordinaire. Elles vont devoir franchir un immense obstacle, l'Himalaya. Ce qui s'apparente à des moments de loisir, se baigner, se lisser les plumes, est en réalité une préparation pour le voyage. L'oie lisse ses plumes, les réarrange, les colle presque. Elles seront imperméables et plus aérodynamiques. Les oies, présentes par centaines, séjourneront durant 5 mois sur ce haut plateau avant d'aller passer l'été ailleurs. Savoir quand s'envoler est une chose importante. Toute erreur de timing pour un tel voyage pourrait s'avérer fatale. Le printemps s'impose, les jours s'allongent, l'air se réchauffe. C'est le signal que les oies attendaient. Une aventure qui commence. Alors que la plupart des oiseaux migrateurs planent ou battent des ailes, l'oie à tête barrée ne cesse de battre des ailes durant tout le trajet. C'est un record d'activité pour un oiseau de cette taille. Il maintient ce rythme de vol durant des heures dans un milieu très pauvre en oxygène. On a longtemps ignoré comment elle pouvait tenir un tel rythme à de telles altitudes.
On sait aujourd'hui que cette oie est dotée de gros poumons et qu'elle respire 7 fois plus vite en altitude. L'apport en oxygène est donc multiplié alors qu'elle repousse les limites. C'est une migration extraordinaire. Ces oiseaux incroyables défient presque la biologie en franchissant les plus hautes montagnes pour gagner leur lieu de reproduction. Alors que les oiseaux volent vers le nord, le Mékong coule dans la direction opposée. Il continue sa course à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et parvient au contrefort de l'Himalaya. Les versants sud des montagnes captent l'eau de la mousson qui arrive du nord depuis l'océan Indien et nourrit les forêts de sapins et de feuillus. Le Mékong traverse désormais un milieu tout à fait différent. Là où vit l'animal le plus discret de Chine, le panda roux. Cette espèce extraordinaire qui a survécu à la période glaciaire voit son avenir incertain. Seuls 10 000 individus ont été recensés. Roulé en boule, un mâle isolé se protège du froid. Il enroule sa queue autour de lui pour conserver la chaleur de son corps. Sa fourrure ambrée lui vaut le surnom de panda éclatant. Au réveil, ce jeune mâle n'a qu'une chose en tête. C'est la saison des amours, le seul moment de l'année où il entrera en contact avec un de ses semblables. Descendre des arbres glissants peut être périlleux. Mais la fourrure située sous ses pattes augmente l'adhérence sur les branches mouillées. Et un faux pouce, une extension de l'os du poignet, lui permet de s'agripper. Grâce à son épaisse queue qui l'aide à garder l'équilibre, il regagne le sol sereinement. Ce panda roux a de la chance. Il a découvert une plantation de bambou à la limite de son territoire. Le bambou constitue 95% de son alimentation. Il ne ratera pas l'occasion de profiter d'une telle aubaine. Cette plante, qui est en fait une variété d'herbe, recouvrait autrefois la région. Mais à cause de la déforestation, le bambou ne pousse plus que de façon dispersée dans les forêts du Yunnan. Dans ce territoire fragmenté, les chances de trouver une possible partenaire se réduisent. Vivant de façon isolée, mâles et femelles se servent de signaux chimiques pour communiquer et se retrouver. Ils parfument le sol à l'aide de sécrétions musquées produites par ses glandes anales, dans l'espoir qu'une femelle remontera sa piste. Le sol de la forêt est couvert de senteurs, un lot d'informations nécessaires au panda pour prévoir ses déplacements. Rien qu'en marchant, il laisse une trace grâce à des glandes situées sous ses pieds, une évolution utile pour ces créatures isolées. Non loin, au sommet d'un arbre, une femelle endormie ignore qu'un mâle approche. Mais le mâle perçoit son odeur. Il renifle tout en avançant pour s'assurer d'être sur la bonne piste.
sa langue se trouve une glande alimentée par un fluide qui lui permet de détecter les odeurs des femelles comme des mâles. C'est le seul mammifère doté de cette aptitude. Il renifle et s'avance au milieu des branches. Mais la femelle demeure introuvable. Elle a dû se réveiller et partir avant qu'il n'arrive. La saison de reproduction touche presque à sa fin. Vu le nombre réduit d'individus, c'était peut-être sa dernière chance de se reproduire. Comme tous les animaux qui vivent près du Mékong, sa survie dépend de la sauvegarde de son habitat. Alors que la fragmentation de la forêt se poursuit, l'avenir de ces superbes créatures est mis en péril. Le Mékong parvient ensuite au point le moins élevé de son parcours en Chine, les forêts de Xishuangbanna. Nous sommes à moins de 600 mètres d'altitude. C'est à cet endroit que le fleuve quitte la zone tempérée pour la zone tropicale. L'arrivée du printemps s'accompagne de pluies venues de l'océan Indien. Dans la journée, la température moyenne est de 25 degrés. Ce climat chaud et très humide est propice à une végétation dense. La flore du Yunnan est extrêmement réputée. Près d'un tiers des variétés d'orchidées en Chine poussent dans cette province. Des fleurs fragiles d'une beauté incroyable, aux côtés desquelles pousse un arbre, le mayodendron, dont les fleurs poussent directement sur le tronc. Un habitat coloré qui offre un contraste saisissant avec les forêts montagneuses du début de parcours. Parmi les branches de la forêt vit depuis au moins 50 millions d'années une société parfaitement organisée. Elles compensent leur manque de stature par la force et le nombre. Les fourmis tisserandes. Ces fourmis ont une mission. Leur ancien nid a séché. Elles doivent en construire à nouveau. Elles se déplacent habilement sur tout leur territoire. Il n'y a ici que des ouvrières, les clones stériles d'une seule et même reine. Il ne faut surtout pas les perturber. Les insectes qui croisent leur route le font à leurs risques et périls. Cette chenille fera un très bon repas si elles peuvent la transporter dans l'arbre. Leur réussite dépend d'une seule chose, la coopération. Ces fourmis semblent défier la gravité alors qu'elles hissent leur repas le long du tronc. Le déplacement vertical est rendu possible grâce à de puissantes ventouses. Cette prise leur octroie une force incroyable et leur permet de porter 100 fois leur propre poids. Le nombre facilite la tâche.